La Voix des Bulles présente la splash page, la masturbation séquentielle de votre aire tegmentaire ventrale. Bonjour, je suis Pierrick de La Voix des Bulles. Nous sommes aujourd'hui avec Fanny Vaucher. Bonjour Fanny. Bonjour. Dessinatrice sur les paupières des poissons. Et j'ai l'impression, pas uniquement dessinatrice, interprète du scénariste, plus... Donc les paupières des poissons, bah tiens, je vais te laisser un peu présenter ton livre. Mais qu'est-ce que c'est ? Parce que c'est un titre très bizarre. Hein. Oui, alors c'est vrai que je suis pas uniquement illustratrice du texte de Sébastien Moreau avec qui j'ai fait ce livre, parce que des fois j'ai un peu interprété certains passages où je les ai transformés en petits dialogues, où j'ai ajouté des bulles de texte, des choses et autres. Mais donc c'était un livre que je lui ai un projet que je lui ai proposé consacré uniquement aux poissons et à ce qu'on connaît actuellement scientifiquement des poissons, qui sont les animaux aquatiques sont assez méconnus du grand public, de qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils ressentent, comment ça se passe sous l'eau. Donc j'avais envie de faire un projet uniquement là-dessus. C'est toi qui allais l'approcher pour lui proposer ce projet ? Oui, c'est moi. C'est assez étonnant parce qu'on s'attend à ce que, si c'est un sujet qui le passionne, Sébastien Moreau, vu que c'est ça sur lequel il est doué, pardon, il fait beaucoup de vulgarisation, beaucoup de conférences sur le sujet. C'est toi qui t'es dit, j'adore vos conférences, j'ai envie d'illustrer. Non, c'était pas du tout aussi simple que ça. C'est que j'ai travaillé avec lui parce que je milite dans une association qui s'appelle PEA pour l'égalité animale, et j'ai préparé avec lui des pages sur l'éthologie. Et il n'était pas du tout spécialisé sur les animaux aquatiques, il avait une connaissance assez vaste sur plein d'animaux différents. On a bossé sur ces pages ensemble, on s'est bien entendu. Et ensuite, quand j'ai pensé qu'il fallait faire quelque chose uniquement sur les poissons, je me suis dit que ça serait chouette de le faire avec lui, que c'était une personne qui savait justement vulgariser, apporter les choses avec humour. Et je lui en ai parlé, je lui ai demandé un texte, j'ai fait un test de pages pour lui montrer ce que ça pouvait donner, et puis il était partant. C'est assez étonnant, hein, parce que quand on lit le bouquin, on a vraiment l'impression que c'est un ponte dans le domaine, qui maîtrise à donf. En gros, il a appris pour les besoins du bouquin. Oui, c'est quelqu'un qui apprend hyper vite, qui va fouiller tout ce qu'il y a à trouver sur un sujet en très peu de temps. Il est assez impressionnant. Donc, il est devenu, comme ça, sur le tas, un spécialiste des recherches scientifiques sur les animaux aquatiques. Ouais. Dans un premier temps, c'était publié sur un blog, donc avec forcément une pagination, on va dire, un peu adaptée au blog, quelque chose de très en longueur, on peut s'amuser à faire des planches qui ne s'arrêtent jamais. Tu réfléchissais déjà le passage au papier, ou alors tu as dû avoir un travail d'adaptation pour mettre cette bande dessinée sur un vrai livre en papier? Non, alors c'était vraiment quelque chose de conscient, parce que j'ai calqué ce projet sur mon premier gros projet qui était les pilules polonaises, qui était donc sur ce mode de poser une question et d'y répondre en dessin et en texte manuscrit. Et je me suis dit que c'était un bon format pour ce projet, parce que ça permet d'entrer dans un sujet de façon un peu comme ça, impromptue ou burlesque, ou sans en avoir l'air. Et du coup, j'avais déjà eu cette expérience du passage entre le blog et le papier, et puis j'avais déjà en tête qu'il fallait un format très modulable, donc j'ai toujours préparé des parties texte et dessin qui pouvaient être coupées et organisées sur la page ensuite. Donc c'était conscient. Il n'y a pas de fond de page qui sert de liant, qui permet de recouper. Il n'y a pas de fond, c'est un peu des blocs, des séquences narratives, et puis c'est seulement à la fin, quand on a dû bosser plus sur le livre, que là j'ai commencé à bosser sur un format page, parce que c'était uniquement pour le livre et plus pour le blog. Ouais. Le travail avec Sébastien Moreau, justement, il y avait un côté interprétation. J'avoue que c'est bourré de références très geeks, très pour les gens qui sont nés dans les années 80, début des années 80, voilà, à peu près. Moi, je me suis pas mal reconnu dans ces références-là. Parfois, c'est un peu pointu. C'était une culture que tu avais déjà, ou de temps en temps, tu as dit, oh là, moi, j'ai rien compris à ta blague. Va peut-être falloir trouver autre chose. Non, je dirais qu'il y avait bien 2/3 des références que je comprenais pas. Donc au début, je les cherchais moi-même. Assez rapidement, je lui ai demandé de mettre entre crochets la référence précise. Et des fois, quand j'avais des doutes sur le fait que ça soit vraiment compréhensible, je faisais tester à des amis en leur montrant les pages. Et
Qu'est-ce que je voulais dire? Mais en fait, c'était un peu égal parce que c'était sa touche à lui et moi, j'avais décidé clairement dès le départ que j'allais pas dessiner des trucs un peu pop ou autre, que j'allais vraiment faire les poissons et qu'il y aurait ce décalage que lui, en texte, il amène quelque chose d'humoristique, de média, culture, je sais pas comment on peut appeler ça. Tu voulais dessiner des poissons, tu as dessiné beaucoup de poissons. C'est beaucoup de poissons marins. Tu viens de Suisse, il me semble. C'est pas vraiment un domaine, la mer en Suisse, qui est très présent. Tu lui as parlé de temps en temps. Mais on a aussi des poissons en Suisse. On pourrait en parler aussi. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être le manque de la mer en venant d'un pays comme ça, continental. Mais non, mais ça devait pas être axé sur les animaux ou les poissons de la mer, mais sur en général les poissons. Et puis moi, c'est vrai que j'ai une fascination pour la mer depuis longtemps. À chaque fois que je peux, je pars de la Suisse pour aller voir des poissons dans la mer. Et du coup, c'était quelque chose qui me touchait beaucoup. Enfin, j'ai toujours eu cette fascination pour cet univers subaquatique qui est si complètement différent, à la fois visuellement et sensoriellement, de ce qu'on connaît sur Terre. Donc c'était aussi quelque chose qui m'intéressait, d'essayer de transposer ça en images. Le grand héros de ce livre, on pourrait croire que c'est Sébastien qui est présent un peu partout, mais j'ai l'impression que c'est plus le labre nettoyeur. C'est vrai qu'ils sont en compétition. Ouais, le labre nettoyeur est quand même très très présent. J'ai appris beaucoup de choses sur ce poisson très étonnant. Tu le connaissais, ce poisson, que tu as totalement découvert, et c'est devenu une passion pour le labre nettoyeur, qui est un poisson exceptionnel. Hein. Oui, exceptionnel. Non, je le connaissais presque aussi peu que Sébastien, en fait. Il y a des posters de labre nettoyeur chez lui maintenant. Avec des photos de Sébastien. Non, mais c'est vrai que, bon, déjà, j'ai dessiné Sébastien parce que je trouvais que c'était bien qu'il y ait un personnage qui porte le discours, et puis pas que ce soit comme ça une voix qui vienne de nulle part, donc c'était assez chouette de le représenter. Et puis, ensuite, c'est vrai que de fait, on a dessiné on a traité pas mal de poissons qui sont connus parce que les expériences sont faites sur eux. Il y a des poissons qui sont spécialement intelligents comme le labre et qui du coup sont des sujets d'expérimentation idéaux pour les chercheurs qui veulent essayer de comprendre comment ils vivent et comment ça se passe. Donc on les retrouve plus que d'autres. Je vais revenir sur le côté humour. Il y a aussi pas mal de touches qui viennent de toi, j'ai l'impression, où tu t'amuses à te moquer pas mal de Sébastien. C'était de l'autodérision de sa part ou c'est que des trouvailles de toi? Il y a des fois, c'était parce que c'était tellement un gros boulot et que il balançait du contenu à n'en plus finir. Et des fois, j'avais un peu envie de lui rendre, de les gratiner un peu en dessin. Mais sinon, c'était un peu pour trouver un équilibre. Des fois, il y avait aussi un peu cette idée, est-ce que pour bien montrer qu'on est deux et puis que il y a comme ça la personne qui dessine et celle qui fournit l'info, que ça ressorte parfois dans le texte. Oui, ça crée un échange entre vous deux. On sent vraiment qu'il y a un échange au niveau de l'écriture. Il t'a pas trop pris la tête et dire, alors là, on va faire un truc, ça va être une 20aine de pages sur des bancs de poissons. Je veux qu'il y en ait, parce qu'ils sont quand même beaucoup, en général, ils sont un millier, alors tu les dessines tous, hein. Mais heureusement, il était assez, je dirais qu'il était assez indulgent, ou en tout cas, il me laissait très libre pour le dessin. C'était ensuite plutôt pour le texte, pour être toujours bien rigoureux dans les infos scientifiques, c'était plutôt ça. Et puis sinon, moi, j'essayais de le freiner en permanence sur le contenu, parce qu'il y avait et il y a encore énormément d'études super intéressantes qui disent plein de choses sur les poissons, mais il fallait que ce soit dessinable. Et puis je trouve que dans le résultat, il y a encore des pages où il y a beaucoup trop de texte par rapport au dessin. J'aurais aimé que ce soit plus aéré, plus visuel, mais c'était difficile, quoi. On est dans un cadre engagé aujourd'hui, donc pour ceux qui nous écouteront plus tard, cette rencontre est organisée par l'association Alarme, qui je saurais pas décrire trop bien votre association, mais bon, vous êtes des antispécistes, si je résume au plus clair. Et donc tu fais un livre sur les poissons, sur les recherches sur les poissons. Tu es toi-même engagé, tu nous l'as dit tout à l'heure. C'est pas un peu difficile justement de se rendre compte que les poissons sont intelligents, faut les mettre en captivité et faire des expériences dessus. C'était pas un paradoxe qui t'a un peu touché quand tu faisais ce livre?
Oui, ça m'a touchée. D'ailleurs, on a décidé qu'on voulait mettre une petite note quelque part qui pointe ce paradoxe. Et puis, mais en même temps, c'est pas quelque chose de fatal. Enfin, maintenant, il y a des études qui sont faites comme ça, mais comme Sébastien me l'a appris, il y a aussi des chercheurs qui sont de plus en plus sensibles aux animaux qu'ils étudient et qui font des expériences en milieu naturel, ou qui vont chercher des poissons, faire quelques expériences et les remettre exactement au même endroit. Il y a certains chercheurs qui sont vraiment connus pour être le plus respectueux possible des sujets qu'ils étudient. Donc je pense que ça peut évoluer, puis peut-être qu'un jour les études qui serviront à faire des bandes dessinées seront carrément éthiques. Je sais pas. Vous avez rencontré Sébastien justement dans des milieux engagés aussi. J'avais une question, je viens de la perdre. Ça m'arrive des fois. J'ai une super question. Mais alors, je peux peut-être pour l'instant contextualiser sur la journée d'aujourd'hui. Ouais. Qui est la journée mondiale pour la fin de la pêche 2019, la 3e édition de cette journée mondiale, que justement on a créée dans l'association dont je fais partie, PEA, et qui est maintenant relayée par plus de 150 assos autour du monde. Et je crois qu'aujourd'hui il y a presque 120 ou 130 événements qui se passent simultanément sur presque tous les continents. Et donc c'est aussi comme ça que j'ai rencontré Sébastien, parce qu'il était venu à Genève à la première journée mondiale pour la fin de la pêche, et il avait aidé à traduire un grand spécialiste des poissons qui s'appelle Jonathan Valcombe. Et c'est là que je l'avais rencontré en vrai et qu'on avait un peu développé. Justement, voilà ce que je voulais dire. J'ai retrouvé ma question. C'est que même s'il y a des références à l'engagement dans ce livre, ce que tu disais, on explique la captivité. De temps en temps, il y a des trucs qui sont très clairs, genre mettre un poisson en cage, c'est pas forcément une bonne idée parce que l'eau est cool sur les bords et il se noie. Mais même en aquarium, c'est pas terrible. Donc, le livre a pas l'air engagé, je veux dire, au premier abord. C'est-à-dire, est-ce que vous avez dû mettre de côté de temps en temps, un peu votre révolte, vis-à-vis de la pêche, etc., et vous retenir un petit peu, parce que le lisant au premier degré, à part ces quelques petites références, le côté engagé, alors ça ouvre un peu la réflexion, c'est-à-dire qu'on se pose des questions après l'avoir lu, mais il n'y a pas un côté qui peut militant, il y a pas un côté militant. Oui, ça c'était volontaire. D'ailleurs, la plupart des références qui restent sur ce sujet, c'est moi qui les ai introduites. Même Sébastien avait un peu hésité à en supprimer quelques-unes où j'étais un peu méchante avec les pêcheurs. Mais c'était vraiment le but que ça donne des infos qui permettent ensuite de changer son rapport aux animaux et aux poissons. Et on voulait du coup que ce soit un objet qui touche le grand public. On voulait pas faire quelque chose qui soit destiné à des gens qui sont déjà convaincus que c'est pas juste de mettre les poissons en aquarium, par exemple. Et je sais que c'est ce que fait Sébastien dans toutes les conférences qu'il donne, c'est qu'il a pas une approche militante, il donne vraiment les clés aux gens dans le public pour ensuite réfléchir à notre rapport aux animaux. Il laisse les gens réfléchir par eux-mêmes en leur donnant les clés de décodage. Mm-hmm. Ok. Tu as fait un autre livre vulgarisation. Alors, t'es plus dans l'illustration que dans la bande dessinée, qui s'appelle, j'ai oublié le nom, Code quelque chose. Génie du code. Génie du code, voilà, merci. Génie du code. On est encore dans la vulgarisation. Je voudrais un peu parler justement est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse plus qu'autre chose, de vulgariser avec tes dessins? Ou est-ce que c'est une coïncidence? T'as fait deux trucs en même temps? Non, je pense qu'il n'y a pas de coïncidence, mais j'appellerais pas ça forcément de la vulgarisation, mais plutôt de la transmission, du partage de savoir. En tout cas, pour Génie du code, c'est ce qui m'intéressait, c'était vraiment pour des personnes qui ont aucune connaissance de base dans ce domaine, pour leur donner la possibilité de découvrir quelque chose qui a l'air aussi complexe que la programmation. Et l'autre défi, c'était justement de mettre du dessin là-dedans et même de la BD, parce que moi j'aime moins faire de l'illustration, vraiment illustration. J'aime bien quand il y a tout le temps du narratif. Donc là, c'était carrément de créer un cadre, un récit BD cadre autour de cet apprentissage de la programmation pour le rendre bien. Parce que c'est quand même assez abrupt la programmation en général. C'est difficile de rendre ça. Enfin, c'est intéressant, mais c'est difficile de le rendre attirant, j'ai envie de dire. Oui, je pense que ça avait jamais été fait sous cette forme-là. Je suis sûre même. Parler un peu des influences, on parle de vulgarisation. Forcément, je pense que je l'ai jamais faite.
Ça fait penser à ton travail fait penser à du Mario Montaigne, en partie. C'est quelque chose d'assumé ou c'est une coïncidence, que c'est juste l'air du temps Ben non plus, je pense pas qu'il y a de coïncidence parce que je me souviens que quand il y a eu, quand Mario Montaigne s'est mis à publier son blog et ensuite des livres, je me souviens que c'était une période où je commençais à bosser beaucoup et à trouver hyper excitant que la BD prenne cette direction. Que avant ça, j'avais lu plein d'albums plutôt classiques et de découvrir tous ces livres qui traitaient des sujets réels. Je trouve ça vraiment chouette et c'était aussi ce qui m'a toujours intéressé dans le dessin et la BD, c'était le lien avec le réel en fait, que ce soit scientifique ou que ce soit historique ou culturel ou j'ai presque jamais fait en fait de choses vraiment de fiction. J'aime quand il y a un lien avec l'endroit où je suis ou avec un thème qui me tient à cœur. Génie du code, c'est une bande dessinée que tu as fait avec un crowdfunding, donc un financement participatif sur Internet. Dans le monde de la BD actuelle, qui est un monde un peu difficile pour réussir d'en vivre, c'est assez galère pour beaucoup d'auteurs. C'est-à-dire que c'est beaucoup de travail pour pas beaucoup de sous. Est-ce que tu penses que c'est un modèle qui peut fonctionner pour tous les auteurs, pour tous les projets, ou vraiment il faut soit avoir une communauté à la base ou alors un projet vraiment particulier? J'ai l'impression que ça dépend de plein de facteurs différents. Là, on a fait pour ce projet, on a fait un crowdfunding uniquement pour le coût d'impression. Le reste, on a géré différemment. Et c'était aussi un peu pour faire connaître, parce que les crowdfunding servent quand même pas mal à faire connaître un projet avant même qu'il soit concrétisé. Et moi, j'ai eu envie de faire ça comme ça parce que j'avais eu plusieurs expériences avec des maisons d'édition qui étaient chouettes, mais toujours assez spécifiques. Et j'ai eu envie pour ce projet-là qui avait aucun modèle, qui avait jamais été fait. J'ai dit, faisons-le entièrement nous-mêmes, exactement comme on le veut le faire. Donc, le crowdfunding, il allait avec cette approche du sujet. Je pense que avec une autre approche, peut-être que ça serait fait différemment en contactant directement une maison d'édition. Je sais pas. T'as jamais eu envie de profiter de souvent prépublier sur le web pour vraiment exploiter à fond les possibilités que te donne une page internet qui peut partir dans tous les sens, qui peut permettre par exemple de mettre des petites animations, des boucles. Il y a un genre qui s'appelle le Turbo Media, je sais pas si tu connais, qui est très exploité. Non. C'est du case à case avec des petites animations très courtes, ce genre de choses-là. Mais t'as jamais eu envie de t'affranchir de la page en fait? Tu y as pensé ou pas? Oui, j'y ai pensé parce que c'est quand même un peu une dimension de la BD actuelle à laquelle on pense forcément. Mais autant j'ai eu une bonne expérience avec les blogs que j'ai fait parce que j'aimais vraiment l'aspect que ça a sur l'écran, le fait qu'on peut choisir exactement la taille. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de vraiment agréable avec ça. Autant ça a toujours été clair pour moi que le but c'était de retourner au livre papier, que ce soit un objet qui soit tangible et qui soit indépendant de la technologie et de l'ordinateur. Enfin, pour moi, ça fait partie intégrante de mon boulot que j'essaie de faire, qui est le moins possible de passage par ça dans tout ce que je fais. Même, j'essaie de dessiner au maximum exactement comme ce sera au final pour limiter le temps que je passe sur Photoshop ou autre. Les questions qui en découlent un petit peu, je parlais tout à l'heure du crowdfunding, tu arrives à vivre de ton travail d'illustratrice et d'auteur de BD, ou est-ce que tu as d'autres boulots à côté comme beaucoup d'illustrateurs et d'auteurs de BD? Eh bien oui, depuis 2 ans j'arrive à en vivre non, complètement. Ouais. Non, je pense que j'ai eu de la chance, ou alors c'est aussi lié à la direction qu'a pris mon travail, c'est que j'ai eu des projets qui avaient des financements, où j'ai des mandats qui sont des mandats de BD mais qui sont payés, et donc pour l'instant ça va bien, ouais. Mais j'ai l'impression, en tout cas c'est une de mes hypothèses, c'est que comme c'est lié à du réel ou à de l'historique, par exemple j'ai des mandats en lien avec plutôt l'histoire, il y a des institutions ou des autres personnes qui sont dans ces projets qui rendent ça possible. Enfin, c'est mon interprétation, mais je sais pas, vu que j'ai jamais fait
livre de fiction. Tes prochains projets, justement, tu peux en parler? Oui, alors justement, c'est pour ça que je parle d'histoire, c'est parce que je suis vraiment en plein dedans. Donc, je suis en train de bosser sur une BD qu'on peut appeler probablement un roman graphique de par sa taille, vu que ça sera à peu près 200 pages, qui suit le parcours d'une femme de 1918 à la fin du XXe siècle en Suisse, et sa famille en 4 temps forts qui sont en même temps un peu des temps forts de l'histoire suisse. Politique avec les luttes ouvrières, les droits, la lutte pour les droits, le droit de vote des femmes, les luttes antinucléaires et puis la question de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est un peu une histoire prétexte pour faire découvrir l'histoire suisse qui a l'air comme ça hyper plate, parce qu'en tout cas moi c'est ce que j'ai toujours pensé, mais qui est quand même assez... il se passait vraiment des choses assez impressionnantes. Tu vas être plus narrative ou tu vas rester sur ce côté explicatif, j'ai envie de dire? Je serais bien restée sur un côté un peu plus explicatif, mais ça s'est fait comme ça. Donc je bosse avec un journaliste, c'est lui qui m'a proposé ce projet et qui a vraiment écrit le scénario, et on a bossé ensemble le story, c'est assez libre pour faire le storyboard, dont j'ai quand même pas mal aussi influencé. Mais c'est vraiment des pages avec un peu plus un style, pas des cases parce que j'ai pas fait des cases, mais vraiment un récit un peu plus classique à ma sauce. Tu parlais de la Suisse. Il y a une scène suisse de la BD. Je sais qu'il y a pas mal d'auteurs suisses que je connais, que j'apprécie. Il y a une vraie scène suisse. Vous connaissez entre vous, ou chacun va travailler avec un éditeur belge, un éditeur français, et puis le petit éditeur suisse qui traîne à côté? Eh bien, il y a une scène suisse. Après, c'est pas évident parce que comme il y a la question linguistique, il y a une scène suisse alémanique et une scène suisse romande, mais qui est de plus en plus en lien, parce qu'il y a maintenant des assos ou des projets qui sont créés pour soutenir la BD suisse en tant que telle et pas uniquement dans une région. Mais de fait, je suis quand même un peu plus réseautée dans le milieu BD suisse romande. Et oui, je dirais qu'il y a quand même, mais effectivement, il y a le fait que les éditeurs sont souvent français. Enfin, il y en a aussi, il y a Trabil à Genève qui est quand même... Je pensais à Trabil. Oui, c'est quand même un acteur... C'est à Sacha Görg. Voilà, c'est un acteur assez fort de la scène BD romande. Et puis, moi, de par le projet le fanzine que j'ai co-créé, qui s'appelle La Bûche, qui a vraiment maintenant depuis presque 5 ans réseauté toutes les dessinatrices de BD de Suisse romande, ou qui ont un lien avec la Suisse romande, qui habitent en Suisse romande même si elles sont françaises par exemple. Là il y a vraiment, maintenant j'ai vraiment un assez fort sentiment de milieu et de réseau, parce qu'on se connaît beaucoup plus, parce qu'on est en contact, en lien, on bosse même des fois ensemble sur des projets. Donc ouais. Merci beaucoup. Je vais te poser la question qu'on pose à tous les personnes qu'on reçoit. Ton dernier coup de cœur en bande dessinée, la découverte que tu as faite, ça peut être un album plus ou moins récent, quelque chose de très vieux même. Ça nous arrive aussi de découvrir des vieilles choses sympathiques. Donc, qu'est-ce que c'est? Alors la dernière BD qui m'a vraiment fait quelque chose, et que je crois que je l'ai directement acheté pour l'offrir autour de moi, c'était Les Sentiments du Prince Charles de Liv Strömquist. Je sais pas si vous connaissez. Et j'ai trouvé que c'était tellement bien construit, et tellement bien tourné, tout ça, que ouais, je dirais que c'est ça. Donc Les Sentiments du Prince Charles de Liv Strömquist. J'ai déjà entendu parler d'elle. Ouais, non, il sera pas dans les images. Il sera pas dans les images. Oui, mais sinon, elle est plus connue pour L'Origine du monde, une autre BD qu'elle a faite. Mais ça, c'est vraiment spécialement centré sur sur l'amour, sur les relations à l'occidental dans les couples et autres. Et c'est vraiment hyper bien fait. C'est à la fois drôle et plein et bourré d'anecdotes historiques et de faits intéressants. D'accord, je le note, parce que c'est vrai que j'en avais déjà entendu parler. Et quand on me reparle des choses, des fois je me dis peut-être que si je trouve dans les bacs de BD... merci beaucoup. Est-ce que dans le public, vous avez quelques questions à poser à Fanny? Non, personne. Vous faites les timides. On a un micro qu'on peut trimballer par là. Bien, c'est un blanc total. Je pense que c'est parce que j'ai posé plein de questions. Toutes les questions, je les ai posées. Voilà, il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a plus d'autres. Après moi, il n'y a plus de questions possibles. Merci beaucoup. Merci. Merci pour l'invitation. Si on veut te suivre, suivre ton travail sur Internet, sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'il faut aller?
Alors j'ai un profil Facebook avec mon nom et sinon j'ai un site qui rassemble un peu tout, qui s'appelle fixement.com et je crois que ça suffit. D'accord, merci beaucoup et puis j'espère te redire très bientôt. Au revoir. Merci.